Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, dépendant de l'endroit où vous nous écoutez. C'est Tête à Tête avec Jean-Emmanuel. Et aujourd'hui, je vais être en tête à tête avec vous, comme plusieurs d'entre vous me l'ont demandé. Euh, et je vais essayer, une fois comme ça de temps en temps, d'aborder des sujets d'actualité et d'échanger avec vous sans avoir nécessairement un invité autour de ces sujets ponctuels. Et aujourd'hui, je vais parler de la visite, de l'après-visite de Joe Biden à Ottawa, parce que la visite en tant que telle, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, puisque finalement, la montagne aura accouché d'une souris. Le sommet Biden-Trudeau s'est terminé par une autre série de déclarations de bonnes intentions envers Haïti et les Haïtiens qui euh, vivent une des périodes les plus sombres de leur histoire. Euh, mais plus que les émotions plastifiées des deux leaders du monde libre sur le drame haïtien, ce sont les analyses indécentes qui ont proliféré dans les médias traditionnels, comme sur les réseaux sociaux d'ailleurs, au lendemain de cette rencontre. Ce sont donc ces réactions-là, ces articles, euh, ces analyses qui m'ont plutôt sidéré. Je prendrai par exemple cet article paru dans un journal, dans les colonnes de journal à grand tirage de Montréal, où l'auteur, soi-disant un spécialiste, euh, n'évoque que des lieux communs sur les satrapes au pouvoir, la corruption endémique en Haïti, et puis de temps en temps, il sort une série de petites phrases assassines, genre il est peut-être même trop tard pour sauver le pays, parlant d'Haïti. Un florilège de déductions faciles, les unes plus médiocres et plus désarmantes que les autres. Bon, évidemment, là, on est dans les colonnes d'un journal. Maintenant, regardons les réseaux sociaux, parce qu'évidemment, les réseaux sociaux donnent plus de place à ce que j'appellerais la débilité légère. Parce que là, on va voir que tout passe, de la dette de l'indépendance à la présence des Nations Unies, la MINUSTAH, en passant par l'occupation américaine, un véritable tohu-bohu qui finalement laisse celui qui lit, celui qui écoute, qui regarde, sur sa faim, en se demandant, bah, c'est quoi finalement le but? C'est quoi la finalité? Plusieurs d'entre vous m'ont envoyé cet individu qui crachait son venin raciste sur Haïti et sur les Haïtiens, convaincu d'ailleurs que le pays se trouvait en Afrique. Imaginez un peu. Mais à côté de tout ça, il y a des spécialistes plus sérieux. Vous me direz peut-être qui ont pris le temps de passer très vite sur Haïti. Parce qu'on croit, des fois, qu'on peut, en deux temps, trois mouvements, cerner Haïti, le ou les problèmes d'Haïti, les Haïtiens, en deux temps, trois mouvements. Des fois, c'est rapidement qu'on passe à travers deux pages de Wikipédia. Wiki sert souvent de béquille. Et c'est pour ça, dans la foulée de tous ces commentaires, de tous ces gens qui se prennent pour des spécialistes d'Haïti, qui disent n'importe quoi et qui légitiment aussi n'importe quoi, j'ai refusé dernièrement deux ou trois entrevues alors qu'on préparait une manifestation pour Haïti à Montréal, dans la foulée de la visite de Joe Biden au Canada. Et quand mes confrères, quand les reporters, dont une qui était venue à mon bureau, m'ont demandé pourquoi, je leur ai expliqué, je leur ai dit,
Euh, dans un reportage de 2 minutes, par exemple, et en dehors de sujets particuliers ou d'entrevues spéciales, c'est autour de ça, entre 2, 3 minutes grand maximum. Je leur ai demandé, dans un reportage de 2 minutes, je vais avoir quoi comme intervention? Je n'interviendrai que peut-être 30 secondes, 45 tout au plus. Je serai donc dans ces 2 minutes où je n'interviendrai que 30 secondes, je serai donc juste une illustration pour dire qu'il y a une manifestation qui est organisée et on a un des organisateurs et puis 2 phrases pour illustrer ce mouvement, cette manifestation. Et je leur ai dit non. La situation en Haïti est trop complexe pour que je la résume en 30 secondes. Non, non, 3 fois non. La situation en Haïti est trop critique pour que j'accepte aussi de servir d'illustration. Donc, j'ai ainsi laissé passer ces entrevues. Pour vous faire rire un peu, j'ai ainsi laissé passer ces 30 secondes de célébrité pour mon ego. Car, je vous dis, les témoignages quotidiens que je rapporte de cette descente aux enfers euh, des gens dans les bas quartiers comme dans les quartiers huppés maintenant de Port-au-Prince, cette descente aux enfers, certaines journées me hantent et m'empêchent même de fermer les yeux certains soirs. Donc j'ai laissé passer ces 30 secondes de gloire pour ne pas légitimer tous ces spécialistes d'un jour qui croient connaître Haïti, qui croient connaître tout sur Haïti, plus que les Haïtiens, parce qu'ils ont des amis haïtiens avec qui ils discutent de la situation, parce qu'ils ont visité le pays peut-être un week-end ou une semaine, ou tout simplement parce qu'ils sont tombés en amour avec le griot banane pesée du ricolé, mais tout en les entend autour de ça. Le drame haïtien demande beaucoup plus de temps. Le drame haïtien ne peut pas être abordé entre deux enjambées. Mais ceci dit, on pourra revenir sur tout ça à un autre moment. Parce que ce qui m'a surtout surpris dans toute cette histoire, c'est de voir à quel point l'haïtien est devenu un spécialiste de l'autoflagellation. Quand je regarde tout ce fouillis sur Internet sur Haïti, mais aussi ce tohu-bohu au niveau de la communauté internationale, les valses hésitations, etc. Je regarde dans tout ça l'autoflagellation. Je nous connaissais de grandes vertus d'autosabotage, mais l'autoflagellation, chez l'haïtien, c'est nouveau. Évidemment, j'évite toujours, dans mon métier de journaliste, de généraliser. Je refuse de prendre ce raccourci qui voudrait que ce qui se passe sur le net est un microcosme suffisant ou un échantillonnage important, suffisamment représentatif pour généraliser ou à peu près. Mais je pense avoir vu un nombre suffisant de réactions pour me faire une idée par rapport à cette tendance à l'autoflagellation dont je parle. Certaines réactions m'ont plus choqué que d'autres. J'ai été choqué, par exemple, par la désinvolture avec laquelle certains amateurs de la relativisation, parce qu'il faut toujours relativiser quelque chose,
comment certains amateurs de la relativisation réagissaient sur le fait qu'il faut partager les torts dans les circonstances. Ils pensent, par exemple, je serais tenté de dire qu'ils qu'ils pensent avoir inventé le fil à couper le beurre. En revenant à la ritournelle du nous toutes responsables, on est tous responsables. Oui, on est tous responsables de ce qui arrive à notre pays aujourd'hui. À des degrés différents, certainement. J'aime aussi dire qu'on n'a pas eu les mêmes degrés de responsabilité, parce qu'on n'a pas occupé, dans certains cas, certains postes de décision. Oui, on est tous responsables de ce qui arrive à notre pays. Mais tout ça, on le sait. Et on se le répète aussi à satiété. Aujourd'hui, il est question de dire à l'international d'assumer sa part de responsabilité dans la catastrophe. Parce que, en dehors de l'attitude, des fois complètement irresponsable de certains gouvernements ou de certaines organisations internationales, je reste sur le net pour parler de ces milieux d'extrême droite et ultranationalistes, de tous bords, tous côtés, qui n'ont jamais été aussi actifs qu'aujourd'hui sur le dossier d'Haïti. Comme s'ils s'étaient donné le mot d'en finir une fois pour toutes avec le mal haïtien, ce qu'ils appellent le mal haïtien. Et dans cette campagne, il y a la construction d'une série de contre-vérités. Comme si tous les Haïtiens sont corrompus, tous les Haïtiens sont des voleurs, tous les Haïtiens sont des incompétents et surtout, ils sont incapables de diriger leur pays. On veut bien prendre sur nous la dilapidation des fonds pétro-caribés, par exemple. Et oui, ils s'en sont servis par à peu près des milliards qui ont été détournés, volés, des milliards dont le peuple n'en a vu de loin ou de près la couleur. Mais on ne va pas nous demander de prendre sur nous la responsabilité, par exemple, des milliards de la reconstruction après le tremblement de terre du 12 janvier. Encore moins, on ne va pas nous demander de prendre sur nous seuls la responsabilité de l'échec des missions des Nations Unies qui ont coûté des centaines et des centaines de millions de dollars au nom de la formation de la police, de la réforme de la justice, du renforcement de la société civile et patati et patata et quoi encore. Parce qu'en bout de ligne, de ce fameux constat d'inaptitude des Haïtiens, c'est d'une mise sous tutelle qu'il s'agit. On veut mettre Haïti sous tutelle. On veut prendre le contrôle du pays et des Haïtiens. Et puis, c'est surtout le pays qui fascine. J'aime répéter, mon ami Jean-Claude Martineau, Corallin, une phrase qu'il m'avait sortie une fois dans une discussion. J'étais en train, on discutait vivement, Corallin et moi, et il m'a sorti, Mano, tu sais que l'international, les Blancs adorent Haïti. Je dis oui, mais
une drôle de façon de montrer leur amour. Non, ils montrent leur amour dans des perspectives différentes. Ils aiment Haïti, mais ils n'aiment pas les Haïtiens. Et cette phrase de Jean-Claude n'a jamais été aussi vraie que ces derniers jours. À un autre moment, on discutera aussi de tous ces projets qui créent tellement d'engouement pour faire laisser les Haïtiens, pour pousser les Haïtiens à quitter Haïti, par exemple. Mais ça, c'est une autre histoire qu'on verra. Aujourd'hui, j'ai envie de rester sur toute cette campagne, sur le net. Alors, je disais, en bout de ligne, de ce constat d'inaptitude, d'incompétence des Haïtiens, c'est d'une mise sous tutelle qu'il s'agit. Le plan du département d'État, rendu public cette semaine, ces derniers jours, je crois que ce plan est très révélateur du projet de l'international pour Haïti. Et je pourrais vous dire que ce plan-là, ce projet-là pour Haïti, ne date pas d'hier. Je serais tenté de remonter à cette fameuse rencontre du lac Meech. Donc, le projet remonte depuis au moins 2003. Mars 2003, pour être plus précis. Mars 2003, quand le secrétaire d'État du Canada, le secrétaire d'État des Affaires étrangères du Canada à l'époque, Denis Paradis, avait réuni à Ottawa et sur les bords du lac Meech, pour plus de précision encore, dans le parc de la Gatineau, où ce haut responsable canadien avait réuni des représentants de la France, des États-Unis, de la Commission européenne qui est devenue entre-temps l'Union européenne. Et il y avait aussi des représentants de l'Organisation des États américains, il y avait aussi des représentants de la francophonie qui étaient présents à cette réunion. Il y avait même une ministre des Affaires étrangères de l'Équateur, d'un représentant l'Amérique latine sur la situation en Haïti, et il y avait des représentants d'autres organismes internationaux, les institutions de Bretton Woods, je parle de, entre autres, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et la TRIE. L'objectif était de brasser des idées sur le drame haïtien. Si vous voulez, ça c'était l'objectif avouable. Une prochaine fois, hein, en tête-à-tête, vous et moi, on verra les objectifs non avouables aussi de ce projet. Et même quand le projet a été ébruité, il y a les perspectives non avouées, non acceptées. D'ailleurs, je crois que, en partie, toute cette prudence du Canada vient de là. La rencontre du lac Meech en 2003 pourrait être une explication, en partie, de l'attitude Tifi fidèle, la prude. Je parlerai même de pruderie excessive du gouvernement canadien, du gouvernement de Justin Trudeau. Parce qu'en même temps, entre-temps, nous avons des élus haïtiens à l'Assemblée nationale, au Parlement canadien. Et nous avons même la chef adjointe du Premier ministre Justin Trudeau, qui est une haïtienne. Donc, il y a une certaine bienséance dont voudrait faire preuve le Canada. Justin Trudeau se voudrait plus séant envers Haïti. On voudrait qu'il y ait un peu plus de décorum.
Mais le projet est-il différent? C'est ça la grande question. La valse hésitation. Veux-tu, veux-tu pas? Viens-tu, viens-tu pas? Interviens, interviens pas. C'est un jeu un peu cynique. Mais à la décharge, jusqu'à une certaine mesure, du Canada, ce jeu cynique par rapport à Haïti n'est pas une vertu toute canadienne envers le pays. Il y a certainement des voisins qui sont meilleurs à ce jeu. Et on verra entre le projet Mitch, le projet du lac Mitch, et cette perspective présentée par le département d'État, la courte échelle. On verra à quel point les projets se rencontrent, parce que c'est l'international qui a un projet pour Haïti. On y reviendra bientôt. J'ai appelé cette chronique le grand tohu-bohu en mémoire de ce grand journaliste haïtien assassiné le 3 avril 2000. Et oui, déjà le 23e anniversaire de l'assassinat de Jean-Léopold Dominique. Justice pour Jean Do. Merci et à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, liker et partager. À bientôt.